Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Le thème de l'émission d'aujourd'hui sera Dette de la France en route vers l'abîme, avec Lisa Kamen-Yersig, Pauline Lévesque et Jean-Baptiste Léon, que je vais vous présenter un peu plus longuement dans quelques instants. Je peux d'ores et déjà vous dire que Pauline Lévesque et Jean-Baptiste Léon représentent Contribuables Associés, qui est l'auteur d'un film, un excellent film, 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite, et dont nous parlerons aujourd'hui pour parler de cette histoire de dette. Voilà, donc si vous nous écoutez durant la tranche de diffusion midi 13h30 ce mercredi 10 juillet, sachez que vous pouvez nous abreuver de vos questions et commentaires. Soit en appelant le 01 46 51 00 85, soit par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou directement sur le site de radiocourtoisie.fr, le site de la radio. Voilà, donc en termes d'actualité libérale, je rappelle que du 11 au 13 juillet, donc ça commence demain, il y a l'Université d'été de la Nouvelle Économie dont nous avons parlé dans la dernière émission avec Pierre Garello, l'émission du 12 juin dernier. Nous parlions des réponses, de la liberté réponse au chaos. Et donc, si vous pouvez encore vous inscrire, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est ies-europe.org. Pour cette université d'été. Sinon, si vous êtes déjà inscrit, je rappelle, donc ça commence demain soir à Aix-en-Provence. De toute façon, nous rendrons compte dans cette émission des nombreuses conférences qu'on pourra écouter à Aix-en-Provence, dont d'ailleurs celle de Lisa Kamen-Yersig, ici présente. Table ronde. La table ronde je de Lisa Kamen-Yersig. Alors, je vous présente mes invités. Donc, Lisa Kamen-Yersig, vous êtes maîtresse d'école, vous êtes chroniqueuse, on vous a connu sur RTL, vous étiez la maîtresse radioactive, et puis... J'ai gardé la radioactivité. Et vous êtes toujours maîtresse, de toute façon, vous enseignez à des CM2, vous êtes maîtresse désormais en vacances, voilà. Et puis, vous avez surtout écrit le livre La Grande Garderie aux éditions Albin Michel, dont nous avons parlé dans cette émission déjà. Voilà. Et puis, vous intervenez d'ailleurs dans le film dont je viens de parler, La 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite, un film qu'on peut retrouver sur YouTube, film de Contribuables Associés. Vous intervenez d'ailleurs pour parler de la scolarité. Pauline Lévesque, bonjour, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes responsable des relations avec les membres chez Contribuables Associés. Oui, tout à fait. Et voilà, et donc... Et puis Jean-Baptiste Léon, vous êtes directeur de la publication, directeur des publications, puisque vous avez de nombreuses publications chez Contribuables Associés, nombreuses publications passionnantes. Avant de parler de la dette, on va peut-être parler un peu de Contribuables Associés, puis peut-être, je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur les élections récentes, mais... c'est comme vous voulez, mais enfin, en tout cas, parlons d'abord de Contribuables Associés. Certains auditeurs vous connaissent déjà, Jean-Baptiste Léon, puisque vous étiez co-présentateur, disons, du libre journal des contribuables. Des contribuables, voilà, tout à fait, des contribuables sur Radio Courtoisie il y a quelques années, pendant assez longtemps. Oui, près d'une dizaine d'années. Ouais. Une dizaine d'années, voilà, d'émissions. Et donc, on est ravis que vous reveniez aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup, Olivier, de nous inviter. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Donc voilà, alors pour introduire un petit peu le sujet, voilà, je dirais que la dette est une épée de Damoclès au-dessus de la France, et je serais tenté de dire même une bombe nucléaire de Damoclès, parce que le jour où ça voilà, alors il semblerait que tout le monde se fiche totalement de cette dette, ou presque, puisque durant la dernière, les récentes élections européennes et a fortiori législatives françaises, à part David Lisnard qui en fait un point fondamental, disons, voilà, en tout cas, qui considère que c'est un petit peu le problème fondamental de la France et que tout doit partir un petit peu de là. Les candidats en ont très peu parlé. Il y a Jordan Bardella qui en parle, mais en général, c'est plutôt pour envoyer à la figure de ses adversaires le fait qu'ils ont creusé le trou encore davantage de 600 milliards, mais les dépenses qu'ils proposent sont assez nombreuses, donc il y a toutes les raisons de penser que comme
en tout cas, ni le Front populaire, ni aucun parti d'ailleurs, à part les quelques républicains de Nouvelle Énergie, parti dirigé par David Lisnard, n'ont l'air de se soucier vraiment de cette dette. En revanche, ils ont tous énormément d'idées pour la creuser. Quoi, voilà. Donc, pour vous répondre là-dessus et pour faire une réponse en 3 temps, alors, Jean-Baptiste Léon. Contribuable associé, pour le coup, est premier sur la dette, hein, comme disait l'ancien slogan en radio, premier sur le rock, premier sur le rap. Ça fait depuis très longtemps que nous dénonçons, ils nous ont été objectivement les premiers à dénoncer ce danger, déjà il y a près de 20-30 ans, et nous n'étions pas assez écoutés, nous le sommes aujourd'hui. Ce n'a pas été forcément le sujet majeur et central, parce que ces élections étaient tellement particulières que je crois que beaucoup de sujets n'ont pas été évoqués, mais c'est quand même devenu un sujet central médiatiquement et politiquement depuis quelques années. Grâce au travail... Vous avez l'impression quand même que moi, j'ai trouvé, alors j'ai pas tout écouté, bien évidemment, c'est difficile de tout entendre et de dire toutes les chaînes en même temps. Pas l'occasion de ces législatives, si, évidemment, qui était vraiment très particulière, mais c'est quand même depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on voit depuis les élections présidentielles. L'élection présidentielle de 2022, c'est devenu véritablement un sujet médiatique et politique. Et nous en sommes assez heureux d'avoir mis ce sujet au sein du débat public. Et nos contribuables associés, pour dire 2 mots aux auditeurs qui ne connaissent pas, existent depuis une trentaine d'années, et nous sommes la vigie, les défenseurs des contribuables et la vigie des contribuables face à un État, à une administration qui gère extrêmement mal l'argent des Français. Nous prenons une gestion en bon père de famille, des comptes équilibrés, et pour le bien de notre pays. Et une de nos actions, parmi nos actions, donc vous parliez tout à l'heure, on reviendra sans doute là-dessus, nos publications, nous avons une action de lobbying auprès des élus. Il faut savoir que nous travaillons sur des textes de loi qui vont dans le sens d'une diminution des impôts et des dépenses publiques. Nous organisons des colloques à l'Assemblée, par exemple, pour évangéliser nos élus. Et nous avons un volet d'action aussi auprès de l'opinion publique. Par donc encore une fois ces publications, et l'année dernière, nous avons lancé ce fameux film 3000 milliards, parce que la dette, les secrets d'un État en faillite, et qui a rencontré un grand succès. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à plus de 2 millions de vues sur YouTube. C'est énorme, bien sûr. On a lancé sans pub au départ. Mais il faut le lancer au cinéma, même, ce film. Sachez que l'a été diffusé dans un cinéma, et un seul jusqu'à présent, et c'est le cinéma de l'Assemblée nationale. D'accord. On l'a diffusé là-bas, devant des députés, 40 à 50 députés, et ce qui est fait extrêmement intéressant, de députés de tous bords, vraiment ça allait de la gauche à la droite, ou de l'extrême gauche à l'extrême droite, si vous préférez, étaient là. Donc le message passe. Les élus ont conscience de beaucoup de choses, on parle beaucoup d'élus hors sol, etc. Je pense qu'ils sont bien plus au fait de la situation qu'on ne peut le dire. Après, ce qui manque, et nous sommes là, nous, contribuables associés, comme étant l'aiguillon des contribuables pour faire avancer les choses, ce qui manque souvent, c'est le courage politique. Et à nous, contribuables, de faire pression sur ces élus. Et l'intérêt du public. Alors peut-être aussi, peut-être que le public n'est pas assez intéressé pour que les hommes politiques pensent que ça... C'est en train de changer. Moi, je trouve que ça change. Regardez les commentaires, par exemple, qu'il y a sur notre chaîne YouTube sur ce film. On voit qu'il y a une prise de conscience et véritablement des enjeux économiques et de ces dettes qui commencent à faire peur, quand même, malheureusement, à beaucoup de Français. Lisa Kamenarski, vous vouliez ? C'est pas un manque d'intérêt, c'est un manque de compréhension. C'est que les gens, la plupart des gens, n'ont pas suffisamment de culture économique pour comprendre. Déjà, ils font pas la différence entre les milliards et les millions. Les pourcentages sont pas forcément maîtrisés. L'intérêt de la dette n'est pas différencié de la dette. Donc c'est toute une culture économique que les Français n'ont pas, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Je sais pas, en Suisse ou en Angleterre, les gens comprennent ces concepts-là. Mais là, l'école est très responsable, puisque quand on enseigne l'économie à l'école en France, on enseigne les sciences économique et sociale, et on diabolise tout ce qui est purement économique au profit d'une vision très justement sociale ou socialiste de l'économie. Donc je pense pas que ce soit un manque d'intérêt. Je pense que le traitement par les médias est aussi très orienté. Disons, comme on dit, si vous voulez des hommes politiques libéraux, commencez par avoir des électeurs libéraux. C'est sûr que. Oui, mais c'est un cercle tout à fait Non, vicieux. bien sûr. Alors c'est tout à fait, mais si les gens ne pensent pas que la dette est une épée de Damoclès, disons, sur la France, c'est sûr que les hommes politiques vont être moins motivés, en tout cas, pour en faire le cœur de leurs propos dans les campagnes électorales. Bon. Si je peux me permettre, je pense que ce qui fait mouche à chaque fois, c'est le discours sur la souveraineté. C'est-à-dire qui détient la dette
Oui. Et en quoi c'est un danger pour la France et les Français que la dette ne soit pas détenue forcément par des Français Oui. et que finalement, qui paye les fonctionnaires, qui paye les policiers aujourd'hui, c'est en partie la Chine, les pays arabes, etc. Et je pense que ça fait mouche auprès de gens qui sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui au discours sur la souveraineté, sur l'identité de la France, etc., que les discours purement économiques. Et si on veut parler aux Français de ces sujets-là, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à enfoncer le coin là-dessus. La remarque de Lisa Kamen est très juste. Effectivement, on voit cette notion de souveraineté émerger. On en parle notamment dans le documentaire. Je crois que c'est Christian Saint-Etienne qui évoque ce sujet. Il y a Marc Touati aussi et Jean-Marc Daniel qui parlent beaucoup de la dette. Parce que dans ce documentaire, on a des économistes, mais on a aussi des représentants de la société civile, dont Lisa Kamen. Nous avons eu l'honneur d'avoir dans ce documentaire une enseignante. Nous avons un professeur de médecine, le docteur Pierre Mort, qui a des choses passionnantes à dire sur l'administration et sur l'hôpital. Et sur la dette, oui, écoutez, ce que disait Lisa, effectivement, on a vu ce qui s'est passé avec la Grèce. À un moment, la Grèce était endettée jusqu'aux yeux. Un de ses plus grands, elle devait énormément d'argent à la Chine. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les Chinois ont dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de nous rembourser. Tout va bien, mais en revanche, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nous donner la moitié du port du Pirée. » Et ce qui est advenu. Et ça peut arriver en France aujourd'hui. Ou demain, si rien n'est fait. Ça nous prend au nez, parce que le problème, c'est que cette dette croît évidemment de façon exponentielle, on a envie de dire. Enfin, en tout cas, évidemment, surtout qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, donc forcément le service de la dette augmente au prorata de ces taux d'intérêt. C'est le premier poste budgétaire de l'État en 2027, bien au-dessus de l'éducation nationale ou de la défense. Ça ne cesse de croître. Oui, donc forcément, il y a, plus l'assiette est large, disons, là on parle de 3 000 milliards, même ça a encore augmenté depuis. 3 150. Là, oui. Alors je vois même parfois 3 215, mais enfin bon, peu importe, mais je ne sais pas comment on calcule, mais à ce niveau-là, on va dire que en fait, on est presque dans l'épaisseur du trait. C'est juste technique, parce qu'en fait, quand l'INSEE sort ses chiffres, c'est le trimestre précédent, donc si on calcule l'évolution en cours de la dette, on est à 3 150 au moment où on parle. Là, les chiffres remontent, derniers chiffres officiels qui sont tombés fin juin sont ceux de fin mars. Donc il y a toujours 3 mois de décalage entre. Ah d'accord, ça explique donc le fait que des gens, il y a certains qui anticipent un petit peu les projections et notamment Contribuables aussi anticipe, parce que si vous allez sur notre site internet touscontribuables.org, vous verrez, nous avons un compteur de la dette en temps réel. Voilà. Qui vous permet de voir où on en est exactement. Et effectivement, selon ce compteur, on est au-dessus des 3150. D'accord, oui. Donc, ce qui est déjà énorme, mais bon, voilà. Il faut dire, pour parler aux auditeurs, concrètement, c'est 45 000 euros de dette qu'a sur le dos chaque Français. En gros, bébé compris. Voilà, un bébé qui naît aujourd'hui, il a 45 000 euros de dette sur le dos. Voilà. Et il commence la vie. Par rapport à l'ensemble de l'Europe, on a une proportion, parce que je crois que c'est 13 000 milliards pour l'Union européenne. Et nous, on est quand même à plus de 3 000 milliards sur ces 13 000 milliards, ce qui est énorme. Alors, si on prend en PIB, on est à peu près à 110% de notre dette, est à peu près à 110% du PIB. Il n'y a que la Grèce et l'Italie qui sont au-dessus, quoi. La moyenne en Europe, elle est autour de 80, 85, 88. Bon, là, j'ai Eurostat, 88,6. Oui. Pour la zone euro. La moyenne européenne, c'est effectivement beaucoup plus proche de 80, c'est 81,7. Ouais. Et vous avez des pays comme la Suède qui est endetté qu'à hauteur de 30% du PIB. Nous sommes véritablement un mauvais élève. Alors, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que nous sommes le pays d'Europe où on paye le plus d'impôts, mais malgré ça, on est endetté jusqu'aux yeux. Alors c'est ce que vous racontez dans ce film, oui, c'est passionnant, parce qu'effectivement, on voit que cet argent est gaspillé, forcément gaspillé, puisque on obtient avec un taux d'imposition confiscatoire de 49%, quelque chose comme ça, et 57% de dépenses par rapport au PIB. Donc il y a déjà cette différence qui s'ajoute chaque jour. On a des services publics qui sont assez mal situés, ou en tout cas assez exactement. Il y a une foultitude de sondages sur le sujet. Même nous, on en avait missionné un l'année dernière avec Jérôme Fourquet de l'IFOP. Les Français, que ce soit de gauche ou de droite, font le même constat. Quelque part, certains seraient prêts à payer beaucoup d'impôts, mais si c'était effectivement le service était rendu à hauteur de ce qu'on paye. Ce qui est le cas, par exemple, d'un pays où on paye beaucoup d'impôts, comme le Danemark, mais ça tourne bien. Chez nous, et on voit croître, vraiment, encore une fois, à droite comme à gauche, ce sentiment d'insatisfaction, et puis les gens se demandent, mais mince, où passe le pognon, où passe mon pognon, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout se délite, l'hôpital, les routes, l'enseignement, et pourtant on met toujours plus d'argent. Donc le problème est ailleurs. Le problème n'est pas une question quantitative, mais qualitative. Je crois que les pays, d'ailleurs, où
où ce niveau d'imposition est élevé, mais avec des services publics de qualité, l'argent est beaucoup dépensé localement, ce qui fait qu'au moins les gens voient, je sais pas quoi, des piscines ou des patinoires ou des choses locales qui sont faites avec leurs impôts. Nous, à partir du moment où c'est de l'argent qui est largement versé à l'État français, ça part dans des comités Théodule, etc. Enfin, on ne sait pas. Exactement, parce que les pays comme absolument délirante. Et donc, on se retrouve à payer pour rien. Quoi. Voilà, parce que nous sommes un pays très centralisé, très centralisateur, et quand on voit ce qui se passe, sans parler du cas suisse qui est hors Union européenne, mais bon, qui est un exemple magnifique. Au Danemark, par exemple, les communes gèrent les écoles. Effectivement, il y a un principe de subsidiarité, de décentralisation réelle dans ces pays qui font que les gens voient ce qui se passe près d'eux. On le retrouve même dans le syndicalisme. Hein. Les syndicats dans les pays scandinaves sont véritablement au service de leurs adhérents, ce qui fait que ces pays-là ont des taux de syndicalisation qui sont énormes, alors que nous, on est autour de 15%, même ça encore moins si on prend juste le privé, parce qu'on a des syndicats qui font la politique. Et sur le cas suisse, je pense que Lisa Kamen aura beaucoup à dire, mais c'est un exemple remarquable, effectivement, de bonne gestion des finances publiques. Pardon, puisqu'on m'interpelle sur la Suisse, qui a quand même aujourd'hui tendance à se centraliser beaucoup, en particulier les cantons francophones, les cantons romans. Sous l'influence française. C'est ça, sous l'influence. C'est-à-dire que les seuls cantons, on va dire, de gauche sont les cantons, le canton de Genève et le canton de Neuchâtel, qui sont des cantons francophones. Enfin, Neuchâtel, c'est un peu mélangé, mais quand même des cantons francophones. C'est eux qui ont mis en place un SMIC. C'est là qu'on vote à gauche, écolo, etc. Mais la tendance n'est pas très réjouissante quand même. Olivier Mérès a reçu il n'y a pas très longtemps un jeune auteur qui s'appelle Nicolas Jutzet, qui est suisse et qui a écrit un livre, je crois que le titre du livre c'est « La Suisse n'existe plus », un truc comme ça. Qui décrit bien ce phénomène de centralisation qui envahit même la Suisse. Oui, c'est un phénomène assez général. Alors, il y a même une loi... une loi économique, c'est peut-être un petit peu hors sujet d'ailleurs par rapport à ce que vous venez de dire, Lisa Kamen-Assig, mais une loi économique qu'on appelle la loi de Wagner, qui est que plus un pays, alors c'est une loi qui est empirique, c'est-à-dire c'est un constat finalement, que plus un pays est développé, plus il y a une tendance, une nécessité, paraît-il, ou selon ce constat empirique, une nécessité à avoir beaucoup de services publics. J'en discutais d'ailleurs hors antenne avec Pierre Garello, qui était mon invité donc, le mois dernier, et il me disait que cette loi était finalement plus une loi urbaine qu'une loi générale. C'est-à-dire que les villes, la vie en ville, disons, assez rapidement entraîne un besoin d'équipement, d'égouts, de bus, etc. On ne recherche pas toujours une manière d'installer ça de façon privée. Et dès lors, on se retrouve avec des impôts locaux ou nationaux, quand les choses sont gérées de façon centralisée, assez élevés, de plus en plus élevés. Mais ce qui est rassurant, malgré cette loi de Wagner, c'est de voir qu'il existe quand même des pays, soit avec un niveau d'imposition, de fiscalité élevé, comme le Danemark, où les gens sont contents de leurs services publics, soit des pays comme la Suisse, où les prélèvements obligatoires sont quand même beaucoup plus faibles, avec un endettement plus faible aussi, et une satisfaction... avec une forme, même si tout n'est pas parfait, effectivement, en Suisse, de contrôle citoyen via la démocratie directe. Il y a des travaux il y a quelques années qui démontraient que là où la démocratie directe existe en Suisse ou ailleurs, des beaucoup d'États américains l'appliquent, les dépenses publiques sont bien plus faibles qu'elles ne le sont. Je crois que c'est moins 30% sur les dépenses publiques et moins 50% sur les dettes dans les pays où les gens ont une influence, peuvent voter, parce qu'il y a des pays où le peuple est consulté, mais pas sur les questions fiscales. Mais en tout cas, dans ceux où le peuple est consulté également sur les questions fiscales. Pas seulement le peuple, c'est que même les institutions. Quand je parlais du SMIC tout à l'heure, le SMIC a été mis en place dans 5 cantons sur 26. Et il a très vite été déclaré, décrété, je sais pas comment on dit, anticonstitutionnel, puisqu'en Suisse, on ne peut pas, on ne peut pas aller contre les contrats inter-individus, inter-entreprises, peu importe. Le droit contractuel est supérieur à la loi. Et donc, il est anticonstitutionnel de mettre en place un SMIC. Et dans les cantons qui l'ont gardé, donc à Genève ou Neuchâtel, par exemple, une convention collective peut disposer d'un salaire mensuel inférieur au SMIC du canton. Parce que la convention collective est considérée comme un contrat. Et donc elle est supérieure à la loi du canton qui dit que le SMIC est mis en place. Ce qui est assez, je trouve assez exotique pour les Français. C'est ça pour nous, mais on n'a pas l'habitude. Alors, il m'arrive souvent de faire le constat d'échec du rôle de l'ALEPS, puisque je suis surtout un représentant
ALEPS, Association pour la liberté économique et le progrès social, ou en tant que patron de cette émission de radio, du grand échec que je rencontre, disons, à ne pas réussir à convaincre qui que ce soit de la nécessité d'adopter des politiques libérales. Est-ce que vous pensez que Contribuables Associés a eu un rôle est-ce que la dépense publique serait supérieure si Contribuables Associés n'étaient pas là C'était un des grands arguments de Benoît Taffin qu'il a beaucoup dit à cette antenne, qui disait que sans nous, c'eût été pire. Oui. Alors, nous avons obtenu certaines victoires, on va dire, d'un point de vue pas forcément symbolique, mais très fort, notamment à l'Assemblée nationale, où nous avons réussi à faire bouger les choses en termes de transparence des émoluments des élus. Par exemple, nous avons aussi eu l'appôt au bout de 15 ans de combat de la réserve parlementaire, parce que ces combats sont toujours de très longue haleine. Oui, bien sûr, de très longue haleine. En gros, on a réussi à faire économiser plus d'1 milliard d'euros aux contribuables. Et nous avons obtenu aussi il y a quelques années, via des propositions de loi que nous avions soutenues, on avait travaillé là-dessus avec certains élus de la majorité de l'époque, quelques avancées qui étaient loin d'être parfaites et loin d'être satisfaisantes, mais malgré tout qui étaient des avancées sur le service minimum dans les transports. Alors, nous sommes sur beaucoup de sujets, avec beaucoup d'élus. Nous, notre rôle, c'est de leur casser les oreilles, de leur casser les pieds. Oui. Ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est que nous arrivons avec des blocs entiers de pétitions. Pauline, ici présente, pourra vous en parler. Nous remettons régulièrement des dizaines de milliers de pétitions qui ont été signées par nos membres. Très récemment, dans nos locaux, nous avons reçu Boris Ravignon, qui n'est peut-être pas l'élu le plus connu de France, qui est maire de Charleville-Mézières. Je reconnais que je ne le connais pas, oui. Et qui a été missionné, en fait, pour piloter une mission sur le millefeuille territorial. Et dans ce cadre-là, nous l'avons reçu dans nos locaux. Il a écouté ce que Contribuables Associés avait à dire en la matière sur ce fameux millefeuille territorial. Et Boris Ravignon en a sorti un rapport intéressant et qui chiffre. Donc c'est les chiffres officiels, c'est les travaux d'un député qui chiffre à 7,5 milliards le coût du millefeuille territorial français par an. Donc il y a une marge de manœuvre considérable en la matière. Donc, nous étions heureux de pouvoir échanger avec Boris Ravignon. Et ce qu'on a fait, nous avons remis plusieurs dizaines de milliers de pétitions de contribuables, de Français, quelques jours avant la remise de ce rapport, qui allait dans ce sens d'une volonté d'économie et de réforme du millefeuille. Donc, mais c'est pas une mission qu'il faut sur ce millefeuille, c'est des coups de hache. D'abord des coups de hache. Alors, ce qui est bien, c'est que l'État n'avait pas. Ça avance. Voilà, ça va jamais assez vite. Mais pour la première fois, l'État a chiffré combien ça coûtait, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Il y avait des instituts indépendants ou des chercheurs type ceux de la LEPS ou de Contribuables Associés qui avaient chiffré ces coûts. Là, on a le chiffre officiel de l'État. Mais ceci étant dit, avant de passer la parole à Pauline Lévesque, je veux dire, alors on évalue par exemple à 19%, je crois, le coût de la fonction territoriale en France. Mais finalement, ça n'est que... Alors, ce qui n'est pas énorme finalement par rapport à l'ensemble du budget de l'État ou même du PIB. Mais ce qu'on ne peut pas évaluer finalement, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que j'entendais Guillaume Poitrinal dans une émission expliquer qu'il avait parfois affaire à 7 niveaux territoriaux différents pour obtenir l'autorisation d'élever un immeuble. Le maire est d'accord, la communauté de communes, la région, le canton. Tac, à un moment, il y a l'arrondissement, des trucs qu'on n'entend jamais parler qui dit stop, le projet s'arrête. Et alors ça, on le sait, par exemple, l'implantation d'une usine, la construction d'un immeuble, si on compare à l'Allemagne, il y a beaucoup de projets qui se font en 3 mois en Allemagne qui se font en 2 ans en France. Donc finalement... avec un paquet de normes. Ouais. Et alors ce coût d'opportunité, finalement, il n'est pas évalué dans le Boris Ravignon dit qu'en gros que 80% du coût de ce millefeuille territorial vient justement de ces allers-retours administratifs et avec des administrations qui se marchent sur les pieds et qui passent leur temps à travailler sur les mêmes dossiers et du coup les dossiers n'avancent pas. C'est également le cas dans l'enseignement, pour les constructions, les gestions d'établissements où il y a une foultitude, parce qu'il y a en gros les collectivités locales, mais aussi l'intervention après, il y a plein d'agences, on le voit aussi dans les hôpitaux et les ARS, etc. quoi. Et donc tous ces allers-retours... Agence régionale de santé, oui. Tous ces allers-retours administratifs, en fait, sont, en tout cas pour ce qui concerne le millefeuille territorial, ce qui coûte le plus cher. Oui.
D'accord. Pauline Lévesque, donc, puisque vous êtes responsable des relations avec les membres de contribuables associés, est-ce que vous avez un mot à dire sur l'efficacité justement du travail de contribuables associés et comment convaincre les gens de rejoindre C'est vrai que je suis finalement en contact direct avec les membres et je vois vraiment même depuis lundi une prise de conscience de certaines personnes qui se tournent vers l'association très inquiètes des résultats et des promesses électorales du nouveau Front populaire qui vont finalement contribuer à davantage de dépenses. Et il y a finalement beaucoup de personnes qui essaient de trouver un moyen de lutter contre cette volonté de dépenses à tout va. Qui est à l'heure actuelle de plus en plus un sujet finalement d'inquiétude pour les Français. Oui. Quand les personnes prennent conscience qu'un enfant né avec 45 000 euros de dette sur le dos... un foyer avec votre conjoint et 3 enfants, de 225 000 euros sur le foyer. Oui, et puis finalement, il y a eu aussi la déclaration de Sandrine Rousseau, il me semble la semaine dernière, qui disait qu'on n'avait qu'à piocher dans l'épargne des Français pour payer la dette. C'est vraiment une déclaration qui a inquiété beaucoup de personnes parce qu'ils se disent qu'en fait, ils vont être spoliés de l'argent qu'ils ont mis de côté. Et alors, ils ont raison de s'inquiéter, puisqu'il y a une loi qui est passée, je crois, en 2015, disant que tout ce qui avait au-dessus de 100 000 euros pouvait être directive européenne, qui a été intégrée au droit français en plein été, au mois de juillet, voilà, il y a quelques années. Sans doute. La directive BRD, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc tout ce qui est au-dessus de 100 000, alors il suffit ensuite de changer le chiffre. On passe de 100 000 à 50 000 d'un trait de plume, disons, à partir du moment où la loi existe. Voilà. Et donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que Sandrine Rousseau, évidemment, n'a aucune pudeur, mais ça nous le savions. Alors, voulez-vous que je défende Sandrine Rousseau un petit peu ou pas? Pardon? Voulez-vous que je défende Sandrine Rousseau? Oui, allez-y, oui, je vous en prie. Parce qu'en fait, cette histoire est assez rigolote parce qu'effectivement, elle a tenu des propos et on parlait tout à l'heure de l'action de contribuables associés. On a eu des grands succès sur les réseaux sociaux par ce qu'on appelle un mème, en fait, des visuels. Nous reprenions les propos de Sandrine Rousseau. Visuels qui ont énormément circulé sur les réseaux sociaux à tel point que ça a été repris dans un article de France Info qui disait mais quel en est exactement des propos et que pense Sandrine Rousseau de la dette. En fait, on n'en savait pas grand-chose. Oui. Et cette polémique a permis de préciser sa pensée. D'accord, très bien. Donc, alors sa pensée, ce qui m'a surpris entre guillemets, agréablement, c'est que Sandrine Rousseau voudrait gager une part de l'épargne des Français et non pas la voler ou la spolier directement, mais la gager vers le remboursement de la dette. Et pour des raisons, ce qui m'ont surpris, mais pourquoi pas, elle a le droit de dire des choses intelligentes également. Sandrine Rousseau est extrêmement inquiète de cette perte de souveraineté liée à la dette publique. Donc on en parlait tout à l'heure, on voit que même à gauche, certains élus, parfois qui nous surprennent, peuvent être inquiets de cette notion de souveraineté et de perte de souveraineté liée à la dette publique. Et puis Sandrine Rousseau ne fait que dire tout ce que tout le monde pense tout bas, puisque finalement, si la France peut emprunter sur les marchés internationaux, on a beaucoup entendu d'analyses politiques ces dernières années, voire d'élus dire mais c'est pas grave, la dette, 3 000 milliards, mais ça en gros ça correspond à l'épargne des Français. Ça a été dit moult fois. Vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, cette possibilité ne date pas de Sandrine Rousseau, je crois qu'elle date de 2013. 2015, oui, c'est ça, oui. 2015, peut-être. 2013, mais peu importe. Mais c'est l'Union européenne, c'est pas Sandrine Rousseau qui est responsable de ça. Bien sûr, et ce que je disais, c'est que si la France peut emprunter encore et n'est notée que AA-, je sais plus quelle est la note, mais enfin, il y a quand même 2 A de trop, on va dire, probablement dans l'affaire. Mais c'est parce que... de nouvelles notes vont tomber à l'automne. C'est parce qu'on sait que les Français obéissent à l'armée et à la police et qu'il y a de l'épargne sur les comptes. Les Français, c'est un peu ça. Ouais, c'est un pays. Finalement, ça veut dire qu'on intègre quand même dans cet emprunt permanent, disons. C'est pour ça que les marchés continuent de nous faire confiance. Effectivement, ils savent que le Français est un épargnant, qui a un peu une mentalité de paysan et de soldat, et que c'est pas forcément un commerçant qui a couru les mers comme domination. Si on sort les mitraillettes, il se laissera prendre. Voilà, c'est terrible. Mais c'est pas une logique, et c'est pas un esprit qui est le bon. Donc nous tâchons de faire changer tout ça. Et ces mentalités. Ce que je veux dire, c'est que Sandrine Rousseau n'invente rien. Non. Sur cette. Mais cette polémique encore une fois, a eu
a permis à Sandrine Rousseau de préciser ses propos et encore une fois, que le sujet, alors c'est devenu un petit peu en fin de campagne, mais soit un petit peu abordé médiatiquement. Mais je comprends que ça ait inquiété un petit peu vos membres, en tout cas. Pauline le dira bien mieux que moi, il y a cette notion de la dette, il y a surtout la notion de le pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai qu'on est face finalement à beaucoup de membres qui sont inquiets de voir finalement leur pouvoir d'achat diminuer drastiquement et finalement on a beaucoup de témoignages notamment de retraités qui se disent mais voilà on a travaillé toute notre vie, on est en retraite, on a une retraite qui est tellement misérable avec l'inflation qu'on ne peut plus se nourrir. Et c'est vrai que c'est quand même assez perturbant quand on voit, toutes les semaines, des personnes nous envoyer ce genre de messages. Et finalement, en fait, on constate qu'on est dans une société qui ne met plus en avant la valeur travail. On l'a vu avec le programme du nouveau Front populaire. C'est finalement donner davantage d'argent à ceux qui ne travaillent pas et taxer un maximum ceux qui travaillent. Bien sûr, et alors comme en plus ils menacent de marcher sur Matignon ou sur l'Elysée, je ne sais plus, pour en tout cas imposer un nouveau un Premier ministre issu du Front. Oui, c'est la prise du Palais d'Hiver. Oui, c'est ça, c'est la prise du Palais d'Hiver. Dans le Palais d'Hiver, il y avait des tsars, il n'y avait pas des gens élus, c'est ça la différence. C'est que les gens qui sont aujourd'hui... quand la révolution de février avait déjà eu lieu, disons, quand ils ont pris le Palais d'Hiver, c'était la révolution d'octobre. Qu'on fasse une révolution contre un tyran ou contre quelqu'un qu'on estime être un monarque, pourquoi pas, mais qu'on fasse la révolution contre des gens élus par le peuple, ça me paraît un peu étrange. Ah oui, c'est très très étrange. Et venant d'un parti qui est, quoi qu'il en dise, médiatiquement, parce que le discours de Mélenchon, vous nous demandiez tout à l'heure un petit peu notre avis pour faire 2 secondes là-dessus sur les législatives. Il y a une très bonne article, une très bonne interview de Fondapol hier de Dominique Régnier qui explique assez bien les choses. Et lui, ce qu'il dit, c'est que médiatiquement, les résultats de la législative ont été confisqués tout de suite par Jean-Luc Mélenchon, qui a été le premier à prendre l'antenne, et qui a fait cocorico et tout ce que vous voulez. Mais ces élections ne sont en rien une victoire de la gauche. S'il y a entre guillemets un parti qui progresse, c'est pas celui-ci. Et c'est un peu celui qui le criera le plus fort, hélas. Et c'est ça. J'ai peur que les autres en face ne soient pas. Et donc la légitimité démocratique dans certains partis n'est rien supérieure à ce qu'elle peut être les autres. Donc effectivement, vouloir prendre Matignon ou quoi que ce soit, où est leur légitimité, on peut se poser la question. Sachant que certains ont été élus grâce finalement aux électeurs de Macron. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, par des désistements et des électeurs de Macron et même de membres du PS, du Parti Socialiste, qui sont moins, parfois, quand même, d'une gauche de gouvernement, on va dire, moins revendicative que des membres de LFI. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est Dette de la France en route vers l'abîme, point d'interrogation, parce que nous sommes quand même plein d'espoir. Et nous allons essayer de parler des solutions possibles. Plus que jamais. à cet endettement. Mes invités sont Lisa Kamen-Hirsig, maîtresse d'école, chroniqueuse, essayiste, La Grande Garderie chez Albin Michel. Pauline Lévesque, responsable des relations avec les membres chez Contribuables Associés. Et Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés. Et nous parlons de cette dette autour du film diffusé en ligne de Contribuables Associés, 3 000 milliards, les secrets d'un État en faillite. Un film qui dure 1h40, je crois. 1h40, oui. 1h40. Alors, il est un peu long. Non, c'est bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. C'est le reproche qu'on nous a fait, mais il est extrêmement complet. Voilà. 10 minutes de trop, les cinéastes disent, un film doit durer 1h30, et ensuite tout ce qui dépasse compte double. Alors bon, voilà. Le prochain durera 52 minutes. Mais même s'il dure 1h40, je vous garantis, il est passionnant. Ah oui, on l'a fait un peu, c'est une forme comme un polar. Ça fait, oui, tout à fait, ça fait un moment que je souhaite... Encore une fois, avec un bon casting. Donc, il y a Lisa Kamen-Hirsig, mais il y a aussi Édouard Balladur. Nous sommes assez contents d'avoir. C'est pas le même genre de beauté. Je sais pas comment je vais le prendre. C'est pas le même genre de beauté, oui, c'est ça. Mais parmi les têtes de gondole, nous avons le grand honneur de recevoir et d'avoir le témoignage d'Édouard Balladur. Effectivement, on a 1 heure d'entretien. On n'a pas pu passer l'heure d'entretien avec Édouard Balladur, mais moi je dois dire que ce monsieur m'a beaucoup impressionné. À quand le making-of? Les mots anglais se succèdent à une vitesse délirante. Comment on dit on a déjà lobbying, interview, casting, making-of. C'est comment alors making-of en français? Les coulisses
du montage et de la réalisation des films. Voilà. Et Dormez à la dure m'a beaucoup impressionné en termes de, au-delà de ce qu'il a pu nous dire, hein, parce qu'il notamment il reconnaît il reconnaît des erreurs, ce qui est rare dans la bouche d'un élu ou d'un ancien élu. Et j'ai beaucoup aimé sa démarche et ses propos assez humbles en règle générale, ce qui n'est pas toujours le cas chez les politiques. Comme disait André Frossard, les hommes politiques sont toujours prêts à reconnaître leurs erreurs à condition qu'il soit trop tard pour les corriger. C'est ça le problème, disons. Certes, oui. Alors, des réactions d'auditeurs, vous pouvez nous envoyer vos commentaires à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou au secrétariat au 01 46 51 00 85. Un auditeur nous dit un signe parlant de l'état des finances et de la monnaie et la progression du prix de l'or entre 2017, date d'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui en 2024, le prix de l'or a doublé et atteint 70 000 € le lingot. Alors en effet, c'est vrai, alors je ne sais pas si c'est la dette ou la monnaie qui... si l'indicateur... en tout cas, la valeur de la monnaie est interdépendante avec le niveau d'endettement des pays d'Europe. Je rappelle que le critère de Maastricht pour entrer dans l'Union européenne était de 60%, je crois, du produit intérieur brut en endettement, avec un déficit de 3%, non pas rapporté au budget, mais rapporté au produit intérieur brut une fois de plus. Donc autant dire à peu près 6% pour la France, puisque... 6% sur différence entre les recettes et les dépenses. Tout à l'heure, vous parliez de la moyenne de l'Union européenne qui était à 80%. Donc, de toute façon, on a explosé les compteurs un petit peu partout. Oui, et puis la semaine prochaine, il va se passer quelque chose de très important à Bruxelles, à savoir que la Commission européenne va se réunir pour éventuellement sanctionner la France, parce qu'on fait partie des 7 pays qui ont des déficits récurrents. En gros, les déficits, ce qu'on dit dans le documentaire, ça fait 50 ans. Là, et puis on dépasse donc tous les scores en termes de déficit. Oui. Et la Commission européenne, ça commence à leur courir un petit peu sur le haricot, si je puis dire. Et du coup, là, pour la première fois, c'est pour ça, pendant longtemps, beaucoup ont dit, oui, la dette, c'est pas grave, les déficits, c'est pas grave. On voit de plus en plus d'indicateurs. Il y a les agences de notation, on voit les taux d'intérêt qui remontent. On voit aussi donc ces sanctions potentielles de l'Union européenne qui pourraient aller jusqu'à 2,5 milliards par an, quand même, de sanctions pour la France. Ah, mais ça va donc, pas arranger nos affaires. C'est pas comme ça. Ça veut dire que nos partenaires, parce qu'on est dans une économie ouverte et on n'est pas tout seul, quoi qu'en dise monsieur Mélenchon, on ne va pas fermer le rideau, on ne veut pas être le Venezuela. Nos partenaires commencent à être inquiets. Et ça, c'est pas bon. Donc voilà, toutes ces choses font effectivement que... Alors moi j'ai tendance à dire toujours que c'est pas l'or qui monte, c'est l'euro qui baisse. Hein. Enfin, disons, finalement l'or est plutôt... comment dirais-je, l'aune à travers laquelle on mesure la valeur de la monnaie, mais n'hésitez pas à investir sur l'or, parce qu'à mon avis, l'euro n'a pas fini de baisser, vu la situation. Lisa Kamenarczyk, oui. Non, je ne sais pas si ce genre de propos n'est pas sanctionné, d'inciter à ne d'inciter à ne pas défendre sa monnaie, disons. Ah bah mon Dieu, alors j'ai rien dit, non, je ne veux surtout pas me mettre, j'ignorais cette... Non, je sais pas, Non, mais enfin, en tout cas, c'est juste pour dire que l'aune, qui me permet de mesurer la valeur du monnaie, davantage l'or, qu'on mesure l'or à travers... on mesure, comme on dit, on mesure ce qui varie et ce qui ne varie pas, on mesure les immeubles en mètres, parce que le mètre ne varie pas, et en l'occurrence... mesurer quelque chose avec une unité de mesure qui varie comme justement l'euro. Vous êtes bien plus calé que je ne le suis là-dessus, Olivier, mais effectivement, tous les grands économistes, les libéraux notamment, disent oui, la fin de l'étalon or a été catastrophique pour l'économie mondiale. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, un autre auditeur nous dit bonjour, que pensez-vous du scénario à la grecque où l'État va faire main basse sur l'épargne des Français qui n'auront pas eu la prévoyance de la mettre à l'abri? Bonne fin d'émission. C'est tout ce qu'on veut éviter, hein, justement. On peut parler, oui, voilà. Mobilisons-nous pour que ça n'arrive pas. Alors, tout ce qu'on veut éviter, c'est très intéressant, Jean-Baptiste Léon, mais comment faire, que faire, comme dirait Lénine, comment faire pour réussir à contrer ce qui paraît inéluctable, disons, puisque ces dépenses publiques, d'ailleurs, ce que vous racontez dans le film, c'est que voilà, on peut ouvrir des lignes de crédit, on ne peut pas les fermer, à chaque fois les gens sont intéressés à leur rente, voilà, et qu'évidemment ils veulent jamais les remettre en cause, qu'il y a des doublons partout, enfin bref, mais alors que faudrait-il faire pour
pour baisser cette dépense publique, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, semble-t-il. Enfin, on ne va pas augmenter encore les impôts, on est d'accord. On est De toute d'accord. façon, les Gilets jaunes n'ont pas l'air d'accord, donc ça ne sert à rien. Enfin, les Gilets jaunes et beaucoup d'autres, disons. Mais, donc, que faire? Nous, ce qu'on Ouais. pense depuis longtemps à Ouais. Contribuables Associés, c'est que l'État doit se concentrer sur ce qu'il sait faire. Là, Oui. aujourd'hui, on est face à un État qui veut tout faire, donc il fait tout très mal. Ouais. Et l'État doit rester vraiment concentré sur ses fonctions régaliennes, donc les classiques. Oui, la police, la justice, l'armée, la diplomatie. Justice, quoi. Bien sûr, Certains oui, maintenant oui. disent que même en telle situation de crise qu'il faudrait que l'hôpital, voire l'enseignement, y soit intégré. Bon, c'est autre chose. Mais véritablement, déjà que l'État laisse respirer les Français. On connaît la fameuse sortie de Pompidou à Chirac qui commence à dater, mais arrêtez d'emmerder les Français. Donc déjà, je pense qu'il y a une question de mentalité. Je crois que beaucoup ont tendance à dire ouais, c'est culturel en France, si ça déconne, s'il y a trop de déficit. Pardon, excusez-moi Non, mais bon. pour le propos. C'est en français. Bon. C'est en français. Idéalement, pas de gros mots, voilà. Ouais. Petit hommage à Audiard. Et Oui. mais je ne crois pas. On a connu en France, justement avant 74, un État qui était bénéficiaire, qui était bien géré. Il y a le général de Gaulle qui était assez bien inspiré suite au rapport WEF, etc. D'économistes qui ont repensé un petit peu l'organisation de l'État. Et il faut revenir à cela. Faut à nouveau vraiment réfléchir à ce pourquoi notre État est fait. Et donc, couper un petit peu dans ses prérogatives et laisser à la société civile à agir. Alors, en disant ça, j'ai pas dit grand-chose, sans doute. Voilà, donc après, il y a des choses très concrètes. Qu'est-ce qui nous coûte le plus cher? On va dire les dépenses publiques en France, il y a 3 secteurs. Il y a l'État, il y a la Sécu et les collectivités locales. Ce qui plombe beaucoup aujourd'hui l'État France, ce sont nos dépenses sociales. Alors par la sécu, vous comptez santé, retraite, etc. Voilà, d'accord, oui, bien sûr. Assurance chômage, etc. quoi. Donc c'est le social en fait qui est... C'est 45% de la dépense. C'est ça, 45% de la dépense. 40 à 50, ouais, selon les chiffres, selon les périmètres que là vous où prenez. l'école représente 9%. Oui, ou vous prenez les dépenses par exemple sur 1000 euros. Je fais pas un ratio là sur 100 euros, mais sur 1000 euros de dépenses publiques, il y a un peu plus de 60% qui est dépensé pour le régalien. Voilà. 60 euros, vous voulez dire, ouais. Pas 60%. 60 euros, pardon. Non, 60 euros sur 1000 euros, oui. 6%, oui, bien sûr, 6% qui sont dépensés. Voilà, absolument. Les missions vraiment réelles et essentielles de l'État. Donc là, l'État doit repenser son mode d'action. Et aussi, il faut regarder de très près ce qui se passe dans la sphère sociale. On est dans un État-providence qui est redistributif. Pourquoi pas redistribuer, mais le problème, c'est quand vous redistribuez, il y a quelqu'un qui va prendre à Pierre. Vous prenez à Pierre, vous allez donner à Paul, mais au milieu, il y a Jean. Et Jean, en général, se sert. Et ce qui se passe avec l'État, c'est entre guillemets, ces politiques redistributives font que elles engraissent, elles nourrissent une certaine administration qui n'aurait pas lieu d'être. Jean pourrait donner directement à Paul. Oui. Alors, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le film, à un moment, vous signalez qu'en France, nous avons 93 fonctionnaires pour 1000 habitants, là où en Allemagne, il y a 57 fonctionnaires pour 1000 habitants. Ça fait quand même une différence absolument énorme. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui touchent des subventions, même des retraites ou des allocations du niveau d'un salaire, disons. Donc le premier bénéficiaire dans cette affaire-là, c'est le redistributeur, le redistributeur, le répartiteur, le collecteur, etc. Enfin, tous les gens bénéficiaires. C'est des métiers qui en plus leur plaisent pas, ils font grève, ils sont pas contents. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais en tout cas, si on compte uniquement en termes d'argent, les collecteurs, répartiteurs, distributeurs, etc. Ce sont les premiers bénéficiaires quand même. C'est la fameuse image du cheval obèse de Xavier Fontanet que Lisa Kamen connaît bien, et le jockey quoi. Le jockey porte le cheval est obèse. Le jockey c'est quelque part c'est l'image qu'on a connue du tiers état quoi. Et d'ailleurs, quand les professeurs se plaignent de ne pas être suffisamment payés, on n'entend pas l'administration de l'éducation nationale leur embrayer le pas parce qu'ils savent très bien pourquoi ils sont sous-payés. C'est parce qu'en France, il y a une suradministration. Moi, c'est le ministère que je connais le mieux, évidemment, mais je crois qu'en Allemagne, pour quelque chose comme 1 million de professeurs, il y a 150 000 ou 200 000 non-professeurs. Alors, ce n'est pas tous des gens qui sont dans l'administration. Alors, il y a aussi les psychologues scolaires, etc. Mais en gros, il y a à peu près 150 000 à 200 000 personnes qui ne sont pas professeurs. En France, on a 850 000 professeurs pour 350 000 non-professeurs, ce qui est quand même un taux d'administration qui est à peu près le double
Et donc il est évident que ces gens-là sont payés, souvent mieux payés que les professeurs, parce que ce sont des postes administratifs avec l'ancienneté, etc. Donc ces gens-là, on les entend pas dire aux professeurs, oui, on va revaloriser vos salaires, parce que ce serait sans doute au détriment de leurs. Par ailleurs, je crois qu'il faut arrêter dans les choses à faire, il faut arrêter de dire aux gens qu'on va les recruter dans l'enseignement, par exemple, ou dans la santé, qu'on va les recruter en tant que fonctionnaires. Ils resteront. Il me semble que le contrat doit être différent aujourd'hui. On doit pouvoir dire à des jeunes gens qui veulent devenir enseignants, vous serez contractuel avec l'État, pourquoi pas, ou la collectivité qui vous emploie, parce qu'en fait, c'est toute une mentalité qu'il faut changer. Alors moi, je suis pour la défonctionnalisation de ce métier. Alors on ne peut pas virer des fonctionnaires comme ça, mais en tout cas, on pourrait arrêter d'en recruter et ne pas remplacer ceux qui partent à la retraite par d'autres fonctionnaires. C'est exactement ce que propose Contribuables Associés. Oui. Et cette dimension-là, on la retrouve aussi dans l'hôpital. Et on la retrouve. Suradministration considérable française dans l'hôpital. Et David Lisnard raconte que parmi les économies qu'il a fait faire à sa ville, il y a le fait de ne pas avoir remplacé un grand nombre de gens qui partaient à la retraite, d'avoir proposé aux gens qui étaient dans les bureaux à ce moment-là l'alternative suivante, on recrute quelqu'un pour remplacer monsieur ou madame qui vient de partir, ou alors vous prenez une partie de ses responsabilités, mais vous prenez aussi son bureau, l'espace qu'il occupait, et puis une partie de son salaire, et il a fait baisser la dépense publique liée au fonctionnement, donc aux fonctionnaires, en ne remplaçant pas une grande partie des gens qui partaient à la retraite. Donc c'est tout à fait possible. Bien sûr, et c'est une mesure de bon sens qui avait été proposée par certains candidats il y a quelques années à la présidentielle, et qui ne coûterait pas grand-chose en termes, on va dire, de casse sociale, bien au contraire. Ouais. C'est juste, on ne renouvelle pas, point barre. Et là, c'est un gisement d'économie considérable, là, pour le coup. Alors, mais il faut juste du courage politique pour la mettre en œuvre. Je vous propose d'écouter un message de la radio, de Radio Courtoisie, et je vous retrouve dans un instant. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Oui, alors nous nous retrouvons, vous êtes sur Radio Courtoisie, l'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Le thème d'aujourd'hui est Dette de la France en route vers l'abîme. Mes invités sont Lisa Kamen-Herzig, maîtresse d'école, chroniqueuse, essayiste, Pauline Lévesque, responsable des relations avec les membres chez Contribuables Associés, et Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés. Pauline Lévesque, vous vouliez parler un petit peu de la dépense des communes Oui, parce que le Contribuable Associé essaie finalement de donner accès à tous les Français à des données qui sont parfois un petit peu difficiles à trouver, et notamment les dépenses liées aux communes. Et pour ce faire, nous avons fait il y a quelques années un outil qui s'appelle l'Argus des communes, qui permet en fait de savoir quelle est la note financière de la commune dans laquelle on se trouve, et dans n'importe quelle commune finalement en France. Ça permet aussi de voir la pression fiscale sur les habitants. Et c'est vrai que c'est un outil qui est, je pense, merveilleux, parce que il met en avant des chiffres que les Français ne pourraient pas avoir finalement par eux-mêmes. Ce sont des chiffres que nous trouvons par le biais du ministère des Finances. Et donc ce sont des chiffres qui sont véridiques. Mais comme ça, en fait, on permet de clarifier les choses pour les Français. Très bien, vous avez de nombreux observatoires comme ça d'ailleurs chez Contribuables Associés, non ? Nous avons eu l'Observatoire des gaspillages, l'Observatoire de la corruption, qui tout à fait. Ouais. Et l'Observatoire des subventions aussi. L'Observatoire des subventions qui est devenu l'Observatoire des gaspillages. Ah oui, des gaspillages. Étonnant. N'est-ce pas un raccourci? L'Observatoire des subventions, ça remonte à une quinzaine d'années, et c'était une demande de nos membres. Qui ont voulu qu'on le crée à l'époque, et moi j'ai eu l'avantage de le lancer. Je venais juste d'arriver à contribuer à l'associé. C'est vrai que c'était une aventure passionnante, et on l'a transformé en observatoire des gaspillages, parce que des subventions même au départ c'était l'observatoire des subventions aux associations. On a ouvert vraiment le prisme, et ça a donné derrière plusieurs publications comme le livre noir des gaspillages que nous publions tous les 2-3 ans.
Donc vous continuez quand même Oui, bien sûr. sur ces Oui, observatoires Notre observatoire des gaspillages a été intégré à notre site Contribuable Associé. Oui, d'accord. Mais on continue. Et début d'année prochaine, nous sortirons l'édition 2025 du livre noir des gaspillages. Alors là, on fait une recension en gros de tous les gaspillages choquants, parfois coquignolesques, mais tout en haut de l'État, comme dans les petits villages. Voilà, ça peut aller de la médiathèque à 15 millions d'euros dans le village de 200 habitants et au fameux rond-point qui est un best-seller. C'est le marronnier de on a lancé un concours des ronds-points les plus moches et les plus coûteux de France. J'allais en parler. En 2017, je continue de recevoir 7 ans, 8 ans après des coups de fil de journalistes qui m'en parlent encore et on en fait des articles et on en parle et la presse fait beaucoup de papier encore là-dessus parce que ça demeure un sujet. Oui, mais alors, de toute façon, en France, on a cette règle, je crois que c'est 1% de. Oui, artistique, tout à fait. C'est quoi le 1% artistique, c'est à chaque fois que l'État dépense. Ou les collectivités locales 100 pour fabriquer des bâtiments, créer des bâtiments. Il y a 1% qui doit aller à une œuvre d'art. 1% pour aller à une œuvre d'art. Or, comme on le sait, l'immobilier, ça coûte très cher. Et donc on se retrouve à devoir dépenser des sommes délirantes. Enfin, de toute façon, nos amis parisiens, s'ils font le tour du périphérique à pied, auront la joie de découvrir comme ça, de loin en loin, et même de proche en proche, des œuvres sublimes. Il y en a dans toute la France. On a le record du monde. Oui, il y en a partout. Il y en a le record du monde de ronds-points. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile à chiffrer. Il n'y a pas vraiment de chiffre officiel. Donc, il y a une échelle autour de 50 000 à peu près. Certains parlent même de 80 000 ronds-points. C'est en valeur absolue. C'est même pas en kilomètres de route. Ah non. On a des dizaines de milliers. Les fameux ronds-points à l'anglaise, en fait, qui sont français. Il y en a beaucoup moins. Ils sont désormais français. Et le premier à avoir initié ça en France, c'est Jean-Marc Ayrault, qui suite avec un élu proche avec son minibus, il avait du mal à... ils étaient allés se renseigner en fait ce qui se passait en Angleterre. Ils ont apporté ça en France du côté de Nantes et puis après hop, ça a fait Florès quoi. Le premier rond-point non. Le décor du rond-point. En gros, en fait, il y a une histoire, parce qu'après, avant, il y a le giratoire des Champs-Élysées, etc. Mais le rond-point à l'anglaise, véritablement, dans les villages, c'est dans les années 70. Le rond-point dans un village. C'est à Nantes, en fait, en périphérie de Nantes au départ. Et puis ça j'ignorais que c'était... Nantes est souvent au cœur du socialisme français. Rond-point qu'on appelait, je ne sais pas si c'est encore le cas, des pots de vin dans le bâtiment travaux publics. Ça a été le cas, et la loi a changé depuis, c'est beaucoup plus... a priori, ce type de phénomène n'ont plus lieu. En revanche, ce qui se passe, il y a toute une économie qui s'est créée. Nous avons des concepteurs, nous avons plusieurs comme ça, artistes qui sont spécialisés dans la création de statues de rond-point. Ah non, mais c'est un excellent canot. Et je crois que ça marche pas mal pour eux. Et nos membres dénoncent finalement assez souvent ce genre de choses en nous envoyant des gaspillages donc par rapport au rond-point, mais aussi sur d'autres sujets souvent locaux par mail, et c'est vrai que ça nous permet comme ça en fait de faire une veille, si je puis dire, des dépenses, des gaspillages les plus importants que nous publions ensuite dans notre revue Tous Contribuables, et nous faisons notamment une évaluation finalement du plus gros gaspillage à chaque numéro. Nous avons comme ça, par exemple, dans notre dernier numéro, la médiathèque de Nîmes qui a coûté 1 million d'euros. Dans les Ardennes... La médiathèque de Nîmes, en fait, c'est une médiathèque qui doit fermer. Parce qu'en fait, elle était exploitée par des dealers en permanence. Donc plutôt que de les mettre dehors, la mairie a décidé des dealers, des trafiquants de drogue, excusez-moi pour Radio Courtoisie. Mais je vois que les choses ont changé depuis quelques années. Le cochon dans lequel on mettait la pièce à chaque mot anglais. Moi je ne l'aimais pas. Mais... à mon époque, était au milieu là. Et puis c'est vrai que de temps en temps, on versait son écho. Et ouais, donc cette malheureuse médiathèque en fait était exploitée par les dealers et par les trafiquants de drogue, pardon. Et donc plutôt que d'agir, elle ferme et la municipalité va en construire une autre ailleurs. Donc, monte en addition 1 million. D'accord. On a aussi un autre exemple qui est quand même assez impressionnant. Donc dans les Ardennes, il y a un pont qui ne relie aucune route et qui a coûté 2,7 millions d'euros. C'est au cas où, peut-être qu'un jour... Non mais regardez la photo, vous voyez, c'est un pont qui relie deux champs. Le champ et le pont au milieu. Quand on voit la photo, c'est sûr qu'on a la forte impression qu'il ne sert à rien. Et donc le dernier gaspillage, c'est une piste cyclable qui a coûté 1,45 million d'euros, donc dans la ville de Lannion. Dans les Côtes d'Armor. Qui est quand même assez...
C'est D'accord, impressionnant pour une piste cyclable. Et pour une ville qui n'a pas forcément, beaucoup de villes de cette communauté de communes de Lannion ne sont pas forcément très bien gérées. Pauline en parlait tout à l'heure. Eu égard, nous, aux notes qu'on a pu voir, qui sont les leurs, à l'Argus des communes notamment. Ouais. Donc on voit beaucoup de villes comme ça, qui ont des dépenses insignes ou pas très logiques eu égard à leurs finances publiques. Alors c'est très intéressant ça, d'avoir ce maillage de vos membres dans le pays, disons, qui vous rapportent les choses les plus extraordinaires, les plus délirantes. C'est là la force et l'utilité de Contribuables Associés. On en parlait tout à l'heure. Entre guillemets, on parlait de notre influence au niveau national, mais au niveau local aussi, les choses bougent. Nos membres sont organisés sur place pour faire pression dans les municipalités, auprès des élus, d'où l'utilité d'un outil citoyen comme l'Argus des communes. Nous, comme disait très bien Pauline, nous évaluons la gestion, pas sur l'ensemble de toutes les données, parce que c'est assez complexe. Donc nous avons simplifié la chose en donnant les vrais chiffres, ceux de Bercy, et qui permet d'ouvrir le débat, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen de n'importe quelle ville commune de France peut aller sur la fiche de son Argus des communes, regarder ce qu'il en est en termes de dépenses, écrire à son maire, parce que l'outil permet d'écrire au maire pour dire écoutez, je suis satisfait de votre travail, parce qu'il y a des bons maires aussi, satisfait de votre travail, ou alors non, dire pique-pendre de sa gestion publique. Et on donne aussi un droit de réponse au maire. Si le maire estime que nos données, il s'y voit les choses autrement que nous, peut laisser son avis sur la fiche de la commune, de sa commune sur l'Argus des communes. Le font-ils ? Oui, certains le font. Ouais. Oui, et puis on a finalement beaucoup de maires qui nous envoient des mails en contestant finalement nos chiffres, en disant qu'ils gèrent très bien leur ville. Et quand on leur dit que ce sont des chiffres officiels de Bercy, ils sont assez choqués parce qu'ils pensent que nous sortons les chiffres de notre chapeau. Ah oui, c'est vrai. Parce que tout ça est extrêmement complexe. En fait, vous avez la possibilité sur le site d'Argus de Commune de signer une pétition. Nous, ce qu'on demande, on demande à Bercy en fait plus de transparence en termes de comptabilité communale notamment, parce que c'est difficile de se retrouver même pour des spécialistes. Oui. Et que les choix soient vraiment clairs, que les gens, que les Français, que les citoyens, le but du jeu de cet outil, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il faudrait créer un site gigantesque pour avoir toutes les données. Nous-mêmes, nous sommes une petite association, nous ne sommes pas Bercy. Mais avec nos petits moyens, on arrive à faire plus que Bercy, à savoir que nous donnons de façon simple et cohérente les données municipales, des finances municipales. Voilà ce que ne fait pas l'État. Une association comme la nôtre le fait. Et tout ça, on le fait pour faire bouger les choses. Et ce qu'on demande dans cette pétition qui est sur notre site, c'est que Bercy joue vraiment la transparence, parce qu'il y a plein de données qui n'apparaissent pas et qu'on aimerait voir de plus près. En bonne maîtresse d'école, je dirais qu'il est sûr qu'il faut pointer ce qui ne fonctionne pas, mais il faudrait justement peut-être mettre davantage en valeur les maires qui font bien leur boulot. Et il y en a aussi, décerner des prix, pas forcément des prix négatifs, mais... c'est très juste. Parce que c'est exemplaire finalement dans un pays comme le nôtre d'arriver à gérer une commune en dépensant moins, en étant il y en a beaucoup, en étant plus transparent. Alors nous mettons en valeur quelques élus et des maires notamment dans notre journal Tous Contribuables, notre trimestriel. Donc ça nous fait du bien aussi. Hein. On n'est pas que dans la mauvaise nouvelle à Contribuables Associés. Quand vraiment on voit des bonnes pratiques, ça fait un bien fou. On en est heureux. Puis effectivement, il y a beaucoup de bons élus. Hein. Alors je vais parler anglais, excusez-moi, mais le élu bashing. Bon, ça va un petit peu. Il y a vraiment des gens remarquables à tous les niveaux de l'échelon politicien français qui font du bon boulot, faut le dire. Ouais. Tout n'est pas noir. Alors pardon, vous voulez... Non, pas du tout. Non. Alors quelques réactions ou commentaires d'auditeurs. Un auditeur ou une auditrice d'ailleurs nous dit: en novembre 17, la révolution bolchevique a éliminé les socialistes révolutionnaires mencheviks qui avaient pris le pouvoir en février, avec Kerensky à la tête d'un gouvernement de coalition. Le tsar avait abdiqué en février et était prisonnier des révolutionnaires. On attend actuellement la nomination de notre Kerensky, mais notre tsar n'a pas encore abdiqué. Au passage, ces révolutions ont permis à nos amis allemands de se dégager de leur front Est et de prolonger la guerre à l'Ouest d'une bonne année, satisfaisant ainsi aussi le désir de Clémenceau et des radicaux socialistes francs-maçons et américains d'anéantir l'empire austro-hongrois, ce qui nous vaut la crise ukrainienne actuelle. Le temps long est la bonne mesure de l'histoire. Beaucoup de notions abordées. Notre tsar a été élu et réélu quand même. Il faut arrêter les comparaisons n'est pas raison pour le coup. Oui. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur, nous dit cet auditeur. Si nous faisons volontairement défaut sur une partie de la dette afin de nous donner un grand bol d'air, quelle pourrait être l'échelle du risque financier encouru ? Par ailleurs, quelle est la dette d'État complète, y compris avec toutes celles des diverses collectivités, car jamais personne n'en parle. Bayrou, en 2007, parlait centralement de la dette, ce qui m'avait fait malheureusement voter pour lui à l'époque. Merci du don de votre personne et que Dieu vous garde éternellement. Mille merci.
Et donc, quel est l'échelle du risque financier encouru? Il faut savoir que pour payer nos pompiers, nos infirmières et nos institutrices, etc., l'État s'endette chaque année en novembre et décembre, on va dire. Donc forcément, si on fait défaut sur notre dette, immédiatement on ne peut plus payer tous nos fonctionnaires, y compris nos militaires et nos policiers. Alors probablement que et on ruine une grande partie des épargnants français qui détiennent les obligations via leur assurance vie et autres. On perd la confiance des marchés financiers. Voilà. Donc il faut savoir d'ailleurs que les États ne font pas faillite. On appelle ça défaut de paiement quand il s'agit d'un État, puisque la nation ne disparaît pas, disons. Mais ces défauts de paiement, une étude, j'ai oublié le nom des auteurs de l'étude, avait montré que c'était universel et récurrent. Il montrait que sur les 300 dernières années, je ne sais plus quoi, l'Espagne avait fait défaut 9 fois, la France 6 fois, etc. Enfin bref, et puis même de notre vivant, nous avons vu l'Argentine, nous avons vu l'Islande, de loin en loin, comme ça on voit des pays qui font défaut. C'est des situations qui sont très graves et qui mettent évidemment les fonctionnaires dans la rue. En France, comme nous avons 5,6 millions de fonctionnaires, ça peut-être que... c'est ça, oui. Voilà, si on arrête de payer 5,6 millions de gens en France, immédiatement, ça va poser un énorme problème. Donc, en termes de grand bol d'air frais, je crois que nous aurions surtout le pays mis à feu et à sang, quoi. Je pense pas que ce soit la solution. Alors, il y a une grande créativité, d'ailleurs, des financiers par rapport à cette dette. Il y en a qui proposent de l'encapsuler, voilà, et de la faire flotter dans l'espace, disant, mais évidemment, dans ce cas-là, c'est très difficile d'espérer ensuite d'avoir des taux d'intérêt bas. S'il y a cette encapsulation, c'est évidemment avec le fait d'éternellement payer les intérêts de la dette. Donc ça n'est évidemment pas jouable. Enfin, en tout cas, c'est la pensée magique. Je me méfie beaucoup, oui, voilà, de cette créativité. Quelle est la dette d'État complète? Je crois que la dette d'État complète, c'est ce que nous disons. C'est la dette publique, en fait. Donc, c'est 3150 milliards. Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais allez sur le site de l'INSEE. Non, mais alors, vous aurez tous les ratios par administration, etc. C'était peut-être que c'est la question de monsieur, c'est que très souvent, certaines personnes disent qu'il y a aussi des engagements. Mais ceci étant dit, ces engagements sont payés annuellement. C'est-à-dire que... Ce qu'on appelle la dette hors bilan. Alors, si on prend cette dette hors bilan et les engagements de l'État, qui sont notamment les retraites des fonctionnaires, là, notre dette publique, elle monte qui est de 3500 milliards, 3150 milliards, on arrive à, on va dire, 8000 milliards, quoi. Oui, mais alors c'est pas tout à fait, me semble-t-il, que c'est pas tout à fait la bonne manière de compter, puisque chaque année, juste à titre informatif. Chaque année, nous payons précisément les retraites des fonctionnaires précédents, etc. Enfin bref, donc ce déficit annuel que nous avons sera prolongé, alors peut-être plus parce que les courbes démographiques sont peut-être pas en notre faveur, mais en tout cas, finalement, ce hors-bilan est intégré chaque année à l'intérieur de de la dette que vous dénoncez. Cela dit, c'est bon d'en parler parce que voilà, faut avoir ça en tête qu'il y a des engagements et quand en gros tout à l'heure on parlait. Alors vraiment, la mission de contribution, c'est absolument pas de faire la chasse aux fonctionnaires. Bien au contraire, je le répète, nous sommes pour un État fort. Du moins, l'État est très engraissé. Donc nous voulons un régime, nous voulons un État fort. Voilà, c'est bon, ça serait bon pour les Français, ça serait bon pour la démocratie, mais un État fort concentré sur ses missions régaliennes. Et donc avec des fonctionnaires, moi j'estime à Contribuables Associés que évidemment que beaucoup de profs sont très très mal payés, beaucoup de personnels soignants sont mal payés. Lisa Kamenirsi, qui en parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que aussi beaucoup d'administratifs le sont trop ou sont trop nombreux. Donc la fonction publique n'est pas l'ennemi de Contribuables Associés, n'est pas l'ennemi des contribuables. Je pense qu'il faut faire confiance aussi. Beaucoup de fonctionnaires le disent, il y a beaucoup de bouquins sur le sujet ou des essayistes qui ont analysé ça, quoi. Beaucoup se sentent piégés de par leur statut, effectivement, pour en revenir, basculer véritablement dans un statut purement privé ou contractuel, comme ça existe dans beaucoup de pays européens. Mais on ne leur fait pas confiance. Voilà, on ne leur fait pas confiance non plus. Il y a une haute administration, il y a une centralisation, il y a une dimension hiérarchique qui tue les initiatives. Et ça, beaucoup de fonctionnaires qui font du bon boulot le déplorent, et pour être bien plus performants et bien plus heureux dans leur travail s'ils avaient l'écouter un peu plus franche de par leur statut, quoi. J'avais lu un sondage. Oui, pardon, Pauline Lévesque. Si aussi ils étaient écoutés finalement, parce que quand il y a des grands projets, par exemple des hôpitaux, des choses comme ça, ils ne sont pas forcément consultés, et on se retrouve finalement avec des dépenses qui sont plus importantes du fait... Typiquement, Pauline, là, nous avons eu le cas récent
d'une consultation qui a été faite, une non-consultation qui a été faite à l'hôpital de Nantes. Alors, l'hôpital de Nantes a dépensé 185 000 euros pour un nouveau logo. Oui, alors qu'ils vont fermer ils vont fermer plus de 100 lits et qu'il y a un gros déficit. Et ce que disent les personnels soignants sur place, ils disent mais on nous a pas consulté quoi. On nous a consulté pour le logo pour nous demander entre guillemets s'il fallait qu'il soit rouge, bleu, jaune ou tricolore. Mais pas sur la politique générale de l'hôpital. Alors que nous, en tant que soignants, nous aurions des bonnes préconisations pour éviter que des lits ferment ou pour que l'hôpital tout simplement soit mal géré. C'est tout ce qu'explique, notamment, pour revenir là-dessus, dans notre documentaire, le professeur Perremort. Qui parle en fait de cette lutte, cette difficulté en tant que soignant de travailler avec l'administration qui souvent vous met des bâtons dans les roues. Oui, puis il explique... Oui, pardon. Et j'ai aussi un autre exemple qui est quand même assez hallucinant. Une personne qui m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'un nouvel hôpital qui vient d'ouvrir en Île-de-France avait déjà finalement des problèmes. Les infirmières n'ont pas d'endroit pour se laver les mains. Ah oui, quand même. Oui, on arrive quand même à des inepties pareilles. Oui, bien sûr. C'est quand même assez... Quel est cet hôpital que vous n'y aillez pas C'est un hôpital en 91. Bonjour les maladies nosocomiales. Je retrouve le nom de l'hôpital, mais c'est vrai que c'est quand même assez... Parce que l'administration n'écoute pas la base. Bien sûr. Est-ce qu'on écoute les Français, d'ailleurs? Il n'est pas nécessaire d'écouter la base pour savoir que dans un hôpital, il faut se laver les main. J'ai un autre exemple en tête qui est un peu plus vieux pour la Bibliothèque nationale de France, le site donc dans le 13e arrondissement. Finalement, on n'a pas consulté non plus les archivistes et on a construit des tours pour conserver les archives sans construire finalement les rideaux qui pouvaient protéger du soleil. Et on s'est aperçu que finalement les archives craignaient le soleil. Et donc il y a eu finalement un surcoût énorme lié donc à l'installation de rideaux pour protéger du soleil. Oui. Mais il fallait aller vite pour inaugurer la grande bibliothèque parce que tant que François Mitterrand était là, je crois qu'il a fallu accélérer un petit peu les travaux notamment. Mais dans l'histoire marche forcée, dans l'histoire du logo de l'hôpital de Nantes, il n'y a pas même, je dirais, une suspicion de marché public, quelqu'un qui aurait eu envie de donner un peu d'argent. C'est cher, 185 000 euros pour un logotype, mais bon, oui. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des enquêtes dans ces cas-là quand même. Il y avait peut-être la déclinaison. On n'a pas eu de remontée là-dessus, mais. Parce que l'agence de com qui a fait ça, c'est engraissé, c'est quand même très cher. On ne sait pas. Enfin, peut-être qu'il y a plein d'autocollants et de déclinaisons sur les camionnettes, etc. J'en sais rien. Mais regardez, il y a un lien sur, je crois, sur l'article de notre site qui mène vers je ne sais pas comment ça s'appelle en termes techniques, mais sur le catalogue de présentation de ce logo. Oui, c'est ça, voilà. Le document est magnifique, parce qu'il a été logoté sur des véhicules, etc. Voilà, c'est de toute beauté. Et alors, la charte graphique. La charte graphique, Olivier, vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Et on voit que les moyens ont été mis. Alors, est-ce qu'il y a eu une malversation? Ça je l'ignore. Donc, vous pouvez bien sûr aller sur notre site touscontribuables.org. Alors, un auditeur nous dit, ou une auditrice plutôt, il nous dit le Nobel du gaspillage municipal doit probablement revenir à Amiens, qui nous a donné un président, qui vient de créer un réseau de chauffage urbain sur au moins 10 km de tubes, défonçant rues et boulevards, ce qui entraîne des instabilités de terrain et d'immeubles, alors que la ville ne dispose d'aucune source de chaleur importante, hormis une station d'épuration. Une maison de la culture semble une aimable plaisanterie à côté de cette gabegie qui prend la suite des bus électriques en panne chronique et autres foutaises. Merci, cher auditeur. Et je vais demander à Olivier de nous confier de ce message. On va regarder ça plus près. Je vous donne le papier. Merci beaucoup, cher monsieur. Si vous avez d'autres gaspillages, n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur contact@contribuable.org. Contact@contribuable.org. Voilà. Donc, contribuable avec un S. Voilà. Et donc message d'une auditrice. Bonjour, je demeure à Saint-Ouen. Voilà, il y a des dénonciations avec peut-être. Alors, je demeure à Saint-Ouen, sur Seine, en Seine-Saint-Denis. La plaine, je ne sais pas, commune a financé sur 9 millions pour créer une nouvelle place de la mairie à hauteur de 4,3 millions. La région Île-de-France a contribué pour 1 million et la commune de Saint-Ouen pour 600 000 euros, la métropole pour 565 000 euros, l'État pour 850 000 euros et le conseil départemental pour 1 526 000 euros. Voici le millefeuille financier de près de 9 millions d'euros.
À cela s'ajoute une création de pistes cyclables pour un coût supplémentaire de 2 millions, donc un total de 11 millions d'euros qui n'a réussi qu'à perturber la circulation. Eh ben, je vais vous donner aussi ce petit papier. Volontiers. Voilà. Il a mérité Merci à cet il auditeur. méritait de venir chez vous. Voilà, bon. Voilà, un auditeur nous dit, ayant traité nombre de projets d'investissement public dans le domaine de la santé et le médico-social, j'ai pu constater que tous étaient financés à 100% par l'emprunt, ce qui laisse supposer que la prétendue croissance, étant donné que les dépenses publiques représentent plus de 50% du produit intérieur brut, ne représente que l'accroissement de la dette publique. Oui. Je suis pas sûr de tout comprendre. Bah si, ça, c'est de l'argent. On met ça dans la croissance, alors qu'en fait, c'est de l'argent Ah oui, emprunté, oui, c'est de bien l'argent sûr, qu'on d'accord. doit. Oui, d'accord. Oui. Pas de la vraie croissance. Oui, tout à fait, oui. Oui, alors c'est très intéressant d'ailleurs votre documentaire sur cette partie, des agences régionales de santé, sur la santé, sur le professeur dont vous parlez, etc. Et d'ailleurs qui explique pourquoi il n'y a pas de lavabo pour les infirmières, c'est qu'ils disent finalement on ne peut pas toucher à la bureaucratie, la gratuité des soins est tabou, disons, enfin il est hors de question de demander aux gens, et du coup le reste à charge, ouais. Et du coup il ne reste plus qu'un poste sur lequel économiser, c'est le salaire des soignants. Infirmières, des soignants, etc. Et éventuellement les lavabos pour que les infirmières se... Parce que effectivement la bureaucratie à l'hôpital est devenue obèse et que le reste à charge que doivent payer les soignés n'est pas très haut, c'est le plus bas de l'Union européenne, voire même de la plupart quasiment la totalité des pays de l'OCDE. Alors après, Michael Perromort dénonce aussi certains gaspillages, notamment les frais de taxi, etc., qui sont des dépenses qui se chiffrent en milliards d'euros par an, où il y a des gabegies manifestes, mais il n'y a pas de volonté de contrôle. Donc, là, il y a concussion. Hors antenne, entre guillemets, Michael Perromort nous a confié un certain nombre de scandales qui seraient très faciles s'il y avait vraiment une volonté de contrôle à l'hôpital de faire gagner des milliards et des milliards d'euros. Ou dans chaque hôpital, des centaines de milliers d'euros tous les ans s'il y avait cette volonté-là de regarder ce qui se passe. Je vais pas donner les trucs qu'il nous a dit. Non, mais c'est très facile en fait à l'hôpital d'éviter de payer des soins. Et parce que rien n'est contrôlé. D'accord. Ce qu'on retrouve en termes de fraude sociale aussi. Il n'y a pas cette volonté de contrôle c'est l'argent des Français. Oui, bien sûr. C'est l'argent des Français, de leur travail. On le voit notamment par rapport aux cartes vitales. Il y a plus de cartes vitales en circulation que de Français en France. C'est quoi, c'est 75 millions versus 67 millions de Français ou 68 millions de Français, oui, c'est ça, Il y a une partie du chiffre qui s'explique parce que par exemple un étudiant étranger qui va venir en France va avoir un numéro de sécu, donc potentiellement une carte vitale, mais il n'empêche que ça fait beaucoup. Il y a quand même un peu... Alors c'est très intéressant cette histoire de fraude fiscale, pour en dire juste 2 mots. Il y a quelques années, en 2021, Patrick Hetzel, député alsacien, a piloté une commission d'enquête sur la fraude sociale avec un de ses camarades centristes, qui n'est plus député aujourd'hui. Et dans ces histoires de fraude sociale, c'est toujours difficile. Même c'est une commission d'enquête, c'est piloté par des députés. Une commission d'enquête, c'est un statut très très fort, c'est une dimension juridique. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi quand vous êtes auditionné. Il se trouve qu'il y a eu 3 grands pontes de l'administration française, notamment l'ancien patron de la Sécu, etc. Ces gens-là, en fait, n'ont pas donné les bons chiffres aux députés, ont menti sur des données, à tel point que Patrick Hetzel a déposé plainte. Vous voulez que ces gens-là soient condamnés. Alors, la plainte n'est pas allée jusqu'au bout, mais la haute administration, devant la représentation nationale, devant nos élus, a menti sciemment sur des chiffres liés à la fraude. Ce qui fait que dans ce rapport parlementaire qui est extrêmement intéressant, les députés n'arrivent qu'à une fourchette en fait en termes pour quantifier la fraude sociale de 15 à 45 milliards. Parce que on parle beaucoup des élus, on conteste beaucoup les élus, mais il y a aussi une haute administration, une certaine administration qui ne veut pas donner les chiffres. On le sait à Bercy, on le sait ailleurs. Oui, bien sûr, oui. Alors ça pose problème justement pour réussir à endiguer la chose. Bien sûr, comment faire. Pour continuer, prolonger la réflexion de notre auditeur, là, finalement, quand une entreprise est bien gérée, si elle fait, 8% de croissance annuelle, ça peut être très intéressant pour elle d'emprunter à 4%. Elle sait que finalement, elle emprunte, l'argent rapportera 8 moins 4, 4%, je veux dire, et il n'y aura aucun problème pour rembourser l'impôt. C'est terrible de penser que c'est quelque chose qui se comprend très très bien pour une entreprise. Pour un État, finalement, il n'y a pas lieu de raisonner comme ça.
De toute façon, déjà, les investissements, c'est fort peu. Je crois que c'est moins de 3% de la dépense publique. Donc, pour l'essentiel, on emprunte pour des dépenses de fonctionnement. Et puis, il n'y a pas ce calcul, ce ratio. Il n'y a pas de rentabilité attendue. Donc, on ne peut jamais calculer la seule rentabilité qu'on voit, c'est que l'économie française se casse la figure. Voilà, alors, c'est très net. C'est monstrueux. On emprunte énormément et c'est pas pour autant que ça va mieux. Hein. C'est la fameuse dichotomie aussi que fait encore une fois Xavier Fontanet entre le PIB marchand et non marchand. Quoi. On voit que le PIB non marchand, l'administration et autres explose pendant que la création de richesse du privé, en fait, comparativement à d'autres pays, se baisse considérablement en France, en fait. Oui. Alors une auditrice nous dit merci pour cette émission. Alors merci. Et si on faisait payer les responsables des dettes, il y aurait beaucoup moins de dettes. Alors ça va être difficile parce qu'on parle quand même de 3 000 milliards d'euros. Donc ils peuvent payer un tout petit peu. Mais et puis certains responsables politiques ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de ces dépensiers qui ne peuvent plus être condamnés. On n'a pas parlé peut-être de l'effet Laffer. C'est quelque chose que nos éditeurs connaissent bien. En tout cas, j'en parle fréquemment dans cette émission. Est-ce que c'est pas le seul moyen finalement de rembourser notre dette? C'est de baisser les impôts pour augmenter la croissance. C'est le second volet. Alors, tout à fait, c'est le second volet, Olivier, oui, tout à fait. Baisser les impôts, bien évidemment, en baissant drastiquement les dépenses publiques. Il faudrait supprimer, je ne sais pas si c'est un quart ou la moitié des dépenses publiques, mais enfin en tout cas que ce soit absolument massif, mais parallèlement, oui, baisser les impôts, quitte à baisser les impôts plus tôt qu'on ne diminue les dépenses publiques, afin d'augmenter la croissance, d'augmenter l'assiette et de permettre un jour de rendre cette dette soutenable, disons. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, voilà. On a eu des politiques économiques qu'on connaît, où les impôts ont été baissés, mais pas les dépenses, et donc en règle générale, à un moment... notamment aux États-Unis sous Reagan. Effectivement, les deux vont de pair. Hein. Baissons les impôts et baissons la dépense publique et le PIB, la croissance reviendra, l'économie reviendra et l'État s'y retrouvera très bien parce qu'on voit, vous l'avez expliqué, hein, vous connaissez. Oui, alors je reprécise, mais enfin, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas entendu, disons, l'effet Laffer, c'est le fait qu'en baissant les dépenses publiques, on augmente les recettes, que finalement, ce qui paye, c'est des taux bas sur de larges assiettes et que, disons, ça laisse s'épanouir la croissance. C'est ce qu'on voit très très bien en France aujourd'hui, que beaucoup de gens sont très très démotivés par le niveau de la fiscalité. Ces effets d'ailleurs sont massifs, ils ont été étudiés par Philippe Lacoude par exemple internationalement, en essayant de faire des études empiriques sur les différents moments où il y a eu des baisses d'impôts. Même récemment en France, il y a eu une baisse des impôts de production. Oui, sur les impôts de production, ça a été immédiatement. L'État a eu des super rentrées fiscales. L'État a gagné. Trump aussi, il n'y a pas si longtemps que ça aux États-Unis. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est des choses qui sont... C'est démontrable, sans problème. Qui marchent très très bien et qui sont démontrables. Et de même, tout le monde peut constater que les médecins en France arrêtent de travailler en général jeudi, vendredi, parce que... On a des témoignages de ma contribuable associée de médecins. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Ils ne voient pas bien pourquoi ils travailleraient 2 jours de plus pour ne faire que payer des impôts, disons, sur cette tranche marginale de leurs revenus. Et donc ensuite on se plaint évidemment que c'est l'enfer pour trouver un rendez-vous avec un médecin, etc. Mais il faut les encourager à travailler, quoi. C'est ça la première des choses. Je reviens à la charge, nous dit cet auditeur. Quel est le coût réel de l'immigration? Alors, je ne savais pas qu'il était venu à la charge, mais en tout cas, je crois que c'est une autre émission. Enfin, disons. Ce monsieur peut se tourner vers les travaux de Jean-Paul Gourevitch et l'étude que Contribuable Associé a publiée l'année dernière sur le coût de l'immigration, que Jean-Paul Gourevitch chiffre de mémoire à, que je ne dise pas de bêtises, à presque 45 milliards d'euros par an. D'accord. Voilà une réponse pour notre auditeur. Merci Jean-Baptiste Léon. Cette étude est disponible sur notre boutique, que vous trouverez sur notre site. D'accord, alors là j'ai une longue intervention d'un auditeur. L'euro, nous dit-il, a été un piège à dette en donnant la garantie germanique à des pays en voie d'insolvabilité, tout à fait. Mais l'économie allemande s'effondre après la crise du Covid, que l'on peut suspecter d'avoir été instrumentalisée pour des intérêts occultes et surtout avec des sanctions qui isolent l'Union européenne plus que la Russie. Je ne sais pas si je souscris à ça. Alors, cette crise des exportations allemandes était d'ailleurs prévisible avant le Covid et l'Ukraine, les Chinois devenant de plus en plus autosuffisants en voitures de luxe, en avions et en machines-outils depuis au moins 2010.
Pour la Grèce, il faut voir le film de Costa Gavras, Adults in the Room, qui montre comment le gouvernement de Tsipras a été contraint à des mesures suicidaires et de vendre du pays à la découpe à des groupes étrangers, dont allemands. Tsipras, bien que socialiste, voulait redresser le pays sans tuer l'économie réelle. L'Eurogroupe, qui n'a pas d'existence légale ni de statut, par sa troïka, l'a forcé à tuer l'économie réelle en baissant les salaires et retraites de 40% et à vendre les aéroports du pays pour 1,5 milliard. Bon vœu pour 2025 et la suite. C'est un petit peu tôt, monsieur, nous sommes qu'en juillet. Mais enfin, voilà. Je crois que monsieur craint qu'effectivement, ce que nous craignons tous, c'est qu'il y ait une nouvelle troïka qui s'empare, entre guillemets, la destinée de la France et qui agissent avec une donne à remettre de cheval type grec. C'est tout ce qu'on veut éviter, nous, à Contribuables Associés. Hein. Bien sûr. C'est maintenant, messieurs les politiques qui nous écoutaient, c'est maintenant qu'il faut réformer. Et c'est pour ça que, oui... Avant 2025 ou 2026. C'est ça, oui. Enfin, on ne sait pas quand ça va exploser. C'est ça le problème. Disons, on est vraiment dans la situation, la fameuse situation du gars qui saute du 50e étage et qui à chaque mètre dit jusqu'ici tout va bien. C'est ce que dit François Eckel dans notre documentaire. Lui, il vient de Bercy, comme Cour des comptes, etc. Il disait à ses collègues, oui, le danger de la dette. Puis il dit dans le documentaire, oui, mais bon, mes collègues veulent venir voir, mais tu vois, tu nous parles du danger de la dette, mais bon, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, il se passe rien. Mais à un moment, il va se passer quelque chose. Et on ne sait pas quand, effectivement, Olivier. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que ça peut être un raz-de-marée, ça peut être un bout de guerre ici ou là. Ça peut être. Enfin, on ne sait pas quel est le déclencheur, voilà, qui fera chuter la note de la France, qui ne permettra plus de continuer d'emprunter et de payer nos fonctionnaires. Mais on a vu, par exemple en Argentine, il y a des morts. Enfin, je veux dire, c'est des situations où les gens, les gens sont dans la rue, n'ont plus à manger, crient, tapent, etc., etc. Et donc il faut à tout prix éviter ça. Et ça devrait être l'urgence numéro 1. Tous les hommes politiques devraient mettre ça en priorité dans leurs agendas. Un auditeur nous dit: tout le monde sait que le soleil, la chaleur, les écarts de température et donc d'humidité détruisent les papiers, mais l'urgence de compléter un programme de construction ésotérique constitué par la pyramide du Louvre, le cylindre de l'Opéra Bastille, la sphère de la Géode, le cube de l'Arche de la Défense par une évocation d'un camp enfermant la mémoire et la culture, on fait construire la bibliothèque sans même un appel d'offres en pleine illégalité. Délire d'un vieillard fasciné par la mort, comme le raconte Éric Orsena dans son récit du dernier dîner du monarque, le dîner aux ortolans. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que cette bibliothèque, cette très grande bibliothèque, TGB, désormais appelée Bibliothèque François Mitterrand, donc il a réussi son coup. Au départ, le premier projet, l'idée était de mettre un verre spécial sur les tours, qui était un verre qui venait des navettes américaines, Challenger, Discovery, etc., la navette spatiale. Et le problème, c'est qu'il a gagné son concours, mais il a fallu chiffrer évidemment cette histoire. Et le coût c'est un verre qui est extraordinairement cher, et le coût était absolument délirant, même pour un État très dépensier. Il n'était pas possible de s'offrir ça. Et puis ensuite, ils ont pensé à tout un système très complexe de diaphragme partout sur la surface, etc. Enfin bref, même chose, un coût qui était absolument délirant, et finalement, ils sont arrivés à un troisième coût délirant, mais un peu moins délirant que les 2 autres, qui était d'enfermer dans des containers réfrigérés tous les écrits, les livres rares, etc. etc. Et d'ailleurs, on voit quand on passe à côté de la très grande bibliothèque qu'il y a des endroits qui sont troués, enfin disons, où les containers sont ouverts, etc. Enfin, donc voilà, c'est une fois de plus un délire, et qui a été... de l'argent qui a été dépensé sans aucune réflexion. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque où la très grande bibliothèque était encore en projet, tous les archivistes, tous les responsables des archives de tous les pays européens, de l'Union européenne, avaient signé une pétition en demandant à ce que cette hérésie, ce machin ne soit pas construit. Voilà, bon. Merci cher auditeur, et encore une intervention, beaucoup d'interventions aujourd'hui. Monsieur l'invité,
Les personnels. Le mot personnel désigne un groupe de personnes, le plus souvent d'employés. Employer ce mot au pluriel est un barbarisme et un américanisme, à moins bien évidemment de vouloir désigner des groupes d'employés distincts. Parler des personnels hospitaliers et non du personnel hospitalier ou du personnel soignant. Alors c'est pour moi aussi parce que j'apprends. Non, mais ce monsieur a tout à fait raison. C'est un jargon technique. Non, mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. On dit les personnels maintenant, mais oui, c'est pas un bon français. C'est pas du bon français. Ou des employés de santé, voire des soignants, est une faute impardonnable. Alors là, vous exagérez, monsieur. Elle est pardonnable. Qui ridiculise ses utilisateurs. Là aussi, vous exagérez. L'état-major des armées françaises, quant à lui, vassalisé et américanisé par l'OTAN, parle de personnel au pluriel au lieu de soldats ou de militaires. À bon entendeur. Passez-moi le message, je vais trouver des fautes d'orthographe. C'est bien entendu. non, ça n'est pas nécessaire. J'en ai pas vu, en tout cas. Bon, j'essaye de lire les messages voilà, en faisant le plus attention possible, de bien les lire à l'antenne. Donc, je ne suis pas là pour corriger les fautes d'orthographe de nos auditeurs. Mais en tout cas merci pour cette information. Voilà, donc ça nous dit pas tout à fait ce qu'il faut faire, tout ça. Qu'est-ce que... Ce qu'il faut faire, réindustrialiser la France. Mais réindustrialiser la France, vous pouvez pas comme ça du jour au lendemain. Écoutez, les gens... Après, je peux vous donner des grands axes. Après, effectivement, les choses, c'est aux politiques de les mettre en œuvre. Nous, encore une fois, nous aussi, nous sommes un aiguillon. Nous sommes là, en gros, pour influer sur les décisions politiques et donner ce qui nous paraît être le plus sain en termes de politique publique pour la défense du contribuable. Donc la réindustrialisation vient de pair. En termes d'économie aussi, nous ne pourrons pas passer à côté d'une réforme des retraites. Pas forcément comme ce qu'on entend habituellement. Nous pensons vraiment à contribuables associés qu'il faut un volet de capitalisation. Indispensable, ce dont personne, ou en tout cas on en a très peu parlé ces dernières années. David Lisnard, là encore. C'est quelques élus, effectivement. Bien sûr. Et encore une dernière chose, réindustrialisation, réforme des retraites, révision du statut de la fonction publique, redéfinir le millefeuille territorial, c'est-à-dire qu'on a trop d'échelons territoriaux, donc il va falloir quelque chose. Il va falloir que ce soit le département ou la région qui saute, à voir. Nous avons consacré une toute récente étude à contribuables associés sur ce sujet. Vous pouvez vous tourner vers nous pour la commander. Nous avons regardé un petit peu comment ça fonctionnait et quelles sont les mesures à prendre très concrètes, très pratiques. Mais là aussi, personne ne voudra abandonner, évidemment, son petit échelon communal, etc. Donc, comment dire, je suis bien d'accord avec vous qu'il va falloir faire quelque chose à un moment donné. Mais il faut faire quelque chose. Nous, à contribuables associés, à chaque présidentielle, nous présentons en gros 10 grandes mesures à chaque candidat. Oui. Là, je pourrais vous en sortir 20. Et ce qu'on voit... bientôt 30. Et bientôt 30. Ce qu'on voit surtout, c'est que ce qui fait défaut, c'est le manque de courage politique. Je vous le disais tout à l'heure un petit peu autrement, mais hors antenne, nos élus ont des constats extrêmement intéressants. Mais hors antenne, ils sont d'accord avec tout le monde. Hors antenne, mais une fois au pouvoir, franchement, c'est ça. La balle est dans le camp des élus et aux Français de faire pression sur nos élus pour que les choses avancent dans le bon sens. D'où la mission, c'est la mission de contribuables associés, réunir un maximum de Français, un maximum de contribuables pour faire pression sur les élus pour que les choses aillent dans le bon sens. Après, les propositions, je peux vous en faire plein. Tournez-vous vers les études de contribuables associés. Nous avons une sur la simplification administrative. Nous en avons une récente. On en a sorti 4 depuis le début de l'année. Nous avons une sur les collectivités locales. Nous avons une super dot sur les retraites, écrite par Jean-Pascal Beaufray, qui est l'ancien patron des impôts en France, qui est un inspecteur général des finances, qui, après avoir vu notre fameux film, s'est tourné vers nous et a écrit une note sur le mode de financement des retraites. Il explique très très bien la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous préparons pour la rentrée une étude sur le matraquage fiscal dont sont victimes les propriétaires et aussi une évaluation des politiques publiques à l'école, c'est-à-dire comment fonctionne l'école et quel système est le meilleur pour l'école, à savoir le système public et privé. Et nous faisons toute une batterie de propositions. Donc si vous voulez vraiment avoir des propositions concrètes, celles que Contribuables associés défend, regardez nos études et vous aurez un panel de préconisations. Fort bien, donc voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Où trouver un document expliquant le contenu du produit intérieur brut, nous demande un auditeur, j'imagine qu'il y a ça sur le site internet. Je rappelle l'adresse pour dénoncer vos élus
contact@contribuable au pluriel.org. Ou les féliciter. Ou les féliciter éventuellement, vous avez raison. Ou dénoncer des gaspillages. Mais le thème d'aujourd'hui était Dette de la France en route vers l'abîme, point d'interrogation, avec Lisa Kamenir-Sig, maîtresse d'école, Pauline Lévesque, responsable des relations avec les membres chez Contribuable, Jean-Baptiste Léon, directeur des publications. Je remercie Jacqueline Balestier pour son soutien indéfectible, Benoît à la réalisation. Je remercie les bénévoles de Radio Courtoisie, Jean-Loup au secrétariat, et je vous donne rendez-vous le 7 août. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le libre journal des économistes créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 10 juillet 2024 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.